Bartleby, le scribe, Comte de Wall Street, Herman Melville. Je suis un homme assez âgé. La nature de mes occupations durant ces 30 dernières années m'a mis en contact plus qu'ordinaire avec une catégorie d'hommes qui me semble intéressante et quelque peu singulière, sur lesquels, à ma connaissance, rien n'a encore été écrit. Je veux parler des copistes de droit ou scriveners. J'en ai connu un très grand nombre, professionnellement et en privé. Et si je le voulais, je pourrais raconter diverses histoires qui feraient sourire les braves gens et pleurer les âmes sensibles. Mais je renonce aux biographies de tous les autres scriveners pour quelques passages de la vie de Bartleby qui fut le scrivener le plus étrange que j'ai jamais vu ou dont j'ai jamais entendu parler. Tandis que je pourrais écrire la vie entière d'autres copistes de droit, de Bartleby, rien de tel ne peut être fait. Je crois qu'il n'existe aucun document pour une biographie complète et satisfaisante de cet homme. C'est une perte irréparable pour la littérature. Bartleby était un de ces êtres sur lesquels on ne peut rien savoir, sinon d'après les sources originales, et dans son cas, elles sont très minces. Ce que mes propres yeux étonnés ont vu de Bartleby, voilà tout ce que je sais de lui, excepté, il est vrai, un vague rapport qui apparaîtra dans la suite. Avant de présenter le scrivener tel qu'il m'apparut la première fois, il convient que je fasse quelques mentions de moi-même, de mes employés, de mes affaires, de mon cabinet et de mon environnement général, car une telle description est indispensable à une compréhension adéquate du personnage principal qui va être présenté. Imprimis. Je suis un homme qui, depuis sa jeunesse, est rempli de la profonde conviction que la manière de vivre la plus facile est la meilleure. Aussi, bien que j'appartienne à une profession proverbiale pour son énergie et sa nervosité, allant parfois jusqu'à la turbulence, je n'ai jamais permis que rien de tel ne vienne troubler ma paix. Je suis un de ces avocats sans ambition qui ne s'adressent jamais à un jury ni ne cherchent en aucune façon les applaudissements du public. Mais dans la fraîche tranquillité d'une retraite douillette, je fais des affaires confortables parmi les obligations, les hypothèques et les titres de propriété des hommes riches. Tous ceux qui me connaissent me considèrent comme un homme éminemment sûr. Le regretté John Jacob Astor, personnage peu enclin à l'enthousiasme poétique, n'hésita pas à déclarer que mon premier grand atout était la prudence. Le suivant, la méthode. Je ne le dis pas par vanité, mais je me contente de noter le fait que je n'étais pas sans emploi dans ma profession grâce au regretté John Jacob Astor, un nom que, je l'admets, j'aime à répéter car il a un son rond et orbiculaire et résonne comme de l'or en lingots. J'ajouterai librement que je n'étais pas insensible à la bonne opinion du regretté John Jacob Astor. Quelque temps avant la période où commence cette petite histoire, mes occupations s'étaient considérablement accrues. La bonne vieille charge, aujourd'hui abrogée dans l'État de New York, de maître en chancellerie, m'avait été conférée. Ce n'était pas une charge très ardue, mais très agréablement rémunératrice. Je perds rarement en sang-froid. Bien plus rarement encore, je me laisse aller à une dangereuse indignation face aux torts et aux outrages. Mais je dois être autorisé ici à être téméraire et à déclarer que je considère l'abrogation soudaine et violente de la charge de maître en chancellerie par la nouvelle Constitution comme un acte prématuré. D'autant plus que je comptais sur un usufruit à vie des bénéfices alors que je n'en ai reçu que quelques années. Mais ceci est une digression. Mes bureaux étaient à l'étage au numéro Wall Street. À une extrémité, il donnait sur le mur blanc de l'intérieur d'un spacieux puits de lumière traversant le bâtiment de haut en bas. Cette vue aurait pu être considérée comme plutôt terne qu'autre chose, dénudée de ce que les paysagistes appellent vie. Mais si tel était le cas, la vue depuis l'autre extrémité de mes bureaux offrait, du moins, un contraste, si rien de plus. Dans cette direction, mes fenêtres offraient une vue dégagée sur un haut mur de briques noirci par l'âge et l'ombre éternelle. Lequel mur ne nécessitait pas de longue vue pour en faire ressortir les beautés cachées, mais pour le bénéfice de tous les spectateurs myopes, était poussé à moins de 10 pieds de mes carreaux de fenêtre. En raison de la grande hauteur des bâtiments environnants, et mes bureaux étant au 2e étage, l'intervalle entre ce mur et le mien n'était pas sans ressembler à une énorme citerne carrée. À la période qui précédait immédiatement l'arrivée de Bartleby, j'avais 2 personnes comme copistes à mon emploi et un jeune garçon prometteur comme commis de bureau. Premièrement, Turkey. Deuxièmement, Nippers. Troisièmement, Gingernut. Ces noms peuvent sembler ne pas être du genre qu'on trouve habituellement dans l'annuaire.
En vérité, c'étaient des surnoms que mes trois clercs s'étaient mutuellement attribués et qui étaient jugés expressifs de leur personne ou de leur caractère respectif. Turkey était un Anglais petit et corpulent, à peu près de mon âge, c'est-à-dire pas loin de la soixantaine. Le matin, on aurait pu dire que son visage avait une belle teinte fleurie, mais après-midi, son heure de dîner, il flamboyait comme un brasier rempli de charbon de Noël, et continuait à flamboyer, mais, pour ainsi dire, avec un déclin progressif jusqu'à 6 heures du soir environ, après quoi je ne voyais plus le propriétaire de ce visage qui, atteignant son zénith avec le soleil, semblait se coucher avec lui, pour se lever, culminer et décliner le jour suivant avec la même régularité et une gloire inchangée. J'ai connu bien des coïncidences singulières au cours de ma vie, la moindre n'étant pas le fait que, précisément au moment où Turkey déployait ses plus vifs éclats de sa physionomie rouge et rayonnante, c'est alors aussi, à ce moment critique, que commençait la période quotidienne où je considérais ses capacités professionnelles comme sérieusement perturbées pour le reste des 24 heures. Non pas qu'il fût absolument oisif, ou alors hostile au travail, bien au contraire. La difficulté était qu'il était enclin à être tout à fait trop énergique. Il y avait en lui une étrange insouciance d'activité, enflammée, agitée, capricieuse. Il était imprudent en plongeant sa plume dans son encrier. Toutes les tâches sur mes documents y étaient tombées après-midi. En effet, non seulement il était imprudent et fâcheusement enclin à faire des tâches l'après-midi, mais certains jours, il allait plus loin et était plutôt bruyant. À ces moments-là aussi, son visage s'enflammait d'une magnificence accrue, comme si du charbon de canal avait été entassé sur de l'anthracite. Il faisait un vacarme désagréable avec sa chaise, renversait sa sablière, en taillant ses plumes il les brisait toutes impatiemment et les jetait par terre dans un accès de colère subie. Il se levait et se penchait sur sa table, bousculant ses papiers de la manière la plus indécente, très triste à voir chez un homme âgé comme lui. Néanmoins, comme il était à bien des égards une personne des plus précieuses pour moi, et que tout le temps avant midi il était aussi la créature la plus rapide et la plus constante, accomplissant une grande quantité de travail d'un style difficilement égalable, pour ces raisons, j'étais disposé à passer outre ses excentricités, bien que, en effet, je lui fisse occasionnellement des remontrances. Je le faisais très doucement cependant, car bien qu'il fût l'homme le plus civil, voire le plus doux et le plus respectueux le matin, l'après-midi il était disposé, sous l'effet de la provocation, à être légèrement imprudent de sa langue, voire insolent. Or, appréciant ses services du matin comme je le faisais, et résolu à ne pas les perdre, pourtant en même temps mis mal à l'aise par ses manières enflammées après-midi, et étant un homme de paix, peu disposé par mes admonitions à provoquer des répliques déplacées de sa part, je me résolus un samedi midi, il était toujours pire les samedis, à lui suggérer, très gentiment, que peut-être, maintenant qu'il vieillissait, il serait bon d'abréger ses travaux. Bref, qu'il n'eût plus besoin de venir à mon cabinet après-midi, mais que, le dîner terminé, il ferait mieux de rentrer chez lui et de se reposer jusqu'à l'heure du thé. Mais non, il insista sur ses dévotions de l'après-midi. Sa physionomie devint intolérablement fervente, tandis qu'il m'assurait oratoirement, gesticulant avec une longue règle à l'autre bout de la pièce, que si ses services le matin étaient utiles, combien alors étaient-ils indispensables l'après-midi ? Avec soumission, monsieur, dit Turkey en cette occasion, je me considère comme votre bras droit. Le matin, je ne fais qu'organiser et déployer mes colonnes, mais l'après-midi, je me mets à leur tête et je charge l'ennemi avec bravoure, ainsi. Et il fit une violente estocade avec la règle. Mais les tâches, Turkey, insinuai-je. C'est vrai, mais avec soumission, monsieur, voyez ces cheveux. Je vieillis. Sûrement, monsieur, une tache ou deux par un après-midi chaud ne doit pas être sévèrement invoquée contre des cheveux gris. La vieillesse, même si elle souille la page, est honorable. Avec soumission, monsieur, nous vieillissons tous les deux. Cet appel à ma sympathie était difficilement résistible. En tout état de cause, je vis qu'il ne partirait pas. Je me décidai donc à le laisser rester, résolvant néanmoins de veiller à ce que, durant l'après-midi, il ne s'occupât que de mes papiers moins importants. Nippers, le second de ma liste, était un jeune homme d'environ 25 ans, à favoris, au teint terreux et d'une allure somme toute plutôt de flibustier. Je l'ai toujours tenu pour la victime de deux mauvaises puissances, l'ambition et l'indigestion.
L'ambition se manifestait par une certaine impatience à l'égard des devoirs d'un simple copiste, une usurpation injustifiable d'affaires strictement professionnelles, telles que la rédaction originale de documents juridiques. L'indigestion, elle, semblait s'annoncer par une irritabilité nerveuse et grimaçante occasionnelle, faisant grincer ses dents de manière audible sur les erreurs commises en copiant, par des malédictions inutiles, sifflées plutôt que prononcées, dans le feu de l'action, et surtout par un mécontentement continuel quant à la hauteur de la table où il travaillait. Bien que d'une tournure d'esprit mécanique très ingénieuse, Nippers ne parvenait jamais à ajuster cette table à son gré. Il y mettait dessous des cales, des blocs de toutes sortes, des morceaux de carton, et alla finalement jusqu'à tenter un réglage délicat avec de derniers morceaux de papier buvard pliés. Mais rien n'y faisait. Si, pour soulager son dos, il relevait le plateau de la table à un angle aigu, bien haut vers son menton, et écrivait là comme un homme qui se servirait du toit raide d'une maison hollandaise pour pupitre. Alors il déclarait que cela lui coupait la circulation dans les bras. Si maintenant il abaissait la table à la hauteur de sa ceinture et se penchait dessus pour écrire, alors une douleur lancinante lui prenait le dos. Bref, la vérité était que Nippers ne savait pas ce qu'il voulait. Ou, s'il voulait quelque chose, c'était se débarrasser tout à fait d'une table de scrivener. Parmi les manifestations de son ambition morbide, il y avait un penchant qu'il avait pour recevoir des visites de certains individus d'allure douteuse, en redingote râpée, qu'il appelait ses clients. En vérité, j'étais conscient que non seulement il était, par moments, un politicien de quartier non négligeable, mais qu'il faisait occasionnellement un peu d'affaires au cours des juges de paix, et n'était pas inconnu sur les marches des tombes. J'ai cependant de bonnes raisons de croire qu'un individu qui lui rendit visite dans mon cabinet, et qui, avec un grand air, il insistait être son client, n'était autre qu'un créancier, et le prétendu acte de propriété une facture. Mais, avec tous ses défauts et les désagréments qu'il me causait, Nippers, comme son compatriote Turkey, m'était très utile. Il écrivait d'une main nette et rapide, et, quand il le voulait, ne manquait pas d'une sorte de tenue de gentleman. À cela s'ajoutait qu'il s'habillait toujours d'une manière de gentleman, et ainsi, incidemment, faisait honneur à mon cabinet. Tandis qu'en ce qui concernait Turkey, j'avais fort à faire pour qu'il ne me fût un reproche. Ses vêtements avaient tendance à paraître gras et à sentir la restauration. Il portait ses pantalons très amples et flottants en été. Ses redingotes étaient exécrables, son chapeau intouchable. Mais si le chapeau m'était chose indifférente, dans la mesure où sa civilité naturelle et sa déférence en tant qu'anglais subalterne le poussaient toujours à l'ôter dès qu'il entrait dans la pièce, sa redingote était une autre affaire. Quant à ses redingotes, j'en raisonnais avec lui, mais sans effet. La vérité était, je suppose, qu'un homme aux revenus si modestes ne pouvait se permettre d'arborer un visage si luisant et une redingote si lustrée en même temps. Comme Nippers le fit un jour remarquer, l'argent de Turkey allait principalement à l'encre rouge. Un jour d'hiver, je présentai à Turkey une de mes propres redingotes d'apparence très respectable. Une redingote grise matelassée, d'une chaleur des plus confortables, et qui se boutonnait tout droit du genou au cou. Je pensais que Turkey apprécierait cette faveur, et qu'il modérerait sa témérité et son tapage des après-midi. Mais non. Je crois sincèrement que se boutonner dans une redingote si duveteuse et si semblable à une couverture eut un effet pernicieux sur lui, selon le même principe qu'un excès d'avoine est mauvais pour les chevaux. En fait, de même qu'un cheval fougueux et rétif est dit sentir son avoine, ainsi Turkey sentit sa redingote. Cela le rendit insolent. C'était un homme à qui la prospérité faisait du mal. Bien que concernant les habitudes de relâchement de Turkey, j'eusse mes propres conjectures secrètes, concernant Nippers, j'étais bien persuadé que, quelles que fussent ses fautes à d'autres égards, il était, du moins, un jeune homme tempérant. Mais en vérité, la nature elle-même semblait avoir été son pourvoyeur de liqueurs, et à sa naissance, l'avait si profondément imprégné d'une disposition irritable, semblable à de l'eau-de-vie, que toutes les libations subséquentes étaient superflues. Quand je considère comment, au milieu du calme de mon cabinet, Nippers se levait parfois impatiemment de son siège et, se penchant sur sa table, écartait les bras, saisissait tout le bureau et le bougeait et le secouait d'un mouvement sinistre et grinçant sur le sol, comme si la table était un agent volontaire pervers, résolu à le contrarier et à le vexer, je perçois clairement que pour Nippers, le brandy et l'eau étaient tout à fait superflus.
Il était heureux pour moi que, en raison de sa cause particulière, l'indigestion, l'irritabilité et la nervosité consécutive de Nippers fussent principalement observables le matin, tandis que l'après-midi, il était comparativement doux. Si bien que les paroxysmes de Turkey ne survenant qu'aux environs de midi, je n'avais jamais à faire face à leurs excentricités simultanément. Leurs crises se relayaient comme des gardes. Quand celle de Nippers battait son plein, celle de Turkey était au repos, et vice-versa. C'était un bon arrangement naturel dans les circonstances. Ginger Nut, le troisième de ma liste, était un garçon d'environ 12 ans. Son père était un voiturier, désireux de voir son fils siéger sur le banc plutôt qu'à une charrette avant de mourir. Il l'envoya donc à mon cabinet comme apprenti en droit, garçon de course et nettoyeur-balayeur, au tarif d'1 $ par semaine. Il avait un petit bureau pour lui seul, mais il ne l'utilisait guère. À l'inspection, le tiroir révéla un grand nombre de coquilles de diverses sortes de noix. En vérité, pour ce jeune homme à l'esprit vif, toute la noble science du droit tenait dans une coquille de noix. Parmi les tâches de Ginger Nut, et non des moindres, qu'il exécutait avec la plus grande alacrité, figurait son rôle de pourvoyeur de gâteaux et de pommes pour Turkey et Nippers. Le copiage de documents légaux étant une affaire notoirement aride et ingrate, mes deux Scriveners étaient enclins à s'humecter très souvent la bouche avec des Spitzenberg, que l'on trouvait aux nombreux étals près de la douane et de la poste. De même, ils envoyaient très fréquemment Ginger Nut chercher ses Ginger Nuts, petits, plats, ronds et très épicés, d'après lesquels il l'avait nommé. Par une froide matinée où les affaires étaient peu florissantes, Turkey dévorait des quantités de ces gâteaux comme s'ils n'étaient que de simples gaufrettes. On les vend en effet 6 ou 8 pour 1 sou. Le grattement de sa plume se mêla au croquement des particules croustillantes dans sa bouche. De toutes les bévues fougueuses et des imprudences précipitées de Turkey l'après-midi, la plus mémorable fut qu'il humecta un jour un ginger nut entre ses lèvres et le colla sur une hypothèque en guise de sceau. Je fus à 2 doigts de le renvoyer alors. Mais il m'apaisa en faisant une révérence orientale et en disant « Avec soumission, monsieur, ce fut généreux de ma part de vous fournir en papeterie à mes propres frais. » Or, mes affaires d'origine, celles d'un spécialiste des transferts de propriété et de la recherche de titres et de rédacteur de documents ardus de toutes sortes, s'étaient considérablement développées grâce à l'exercice de la charge de maître en chancellerie. Il y avait désormais beaucoup de travail pour les scriveners. Non seulement je devais presser les clercs déjà à mon service, mais je devais aussi obtenir de l'aide supplémentaire. En réponse à mon annonce, un jeune homme immobile, un matin, se tenait sur le seuil de mon cabinet, la porte ouverte car c'était l'été. Je revois cette silhouette maintenant, pâle et soignée, d'une respectabilité pitoyable, irrémédiablement désespérée. C'était Bartleby. Après quelques mots concernant ses qualifications, je l'embauchai, ravi d'avoir parmi mon équipe de copistes un homme d'un aspect si singulièrement posé, ce qui, pensais-je, pourrait opérer favorablement sur le tempérament capricieux de Turkey et le tempérament fougueux de Nippers. J'aurais dû mentionner précédemment que des portes pliantes en verre dépoli divisaient mon cabinet en 2 parties, l'une occupée par mes scriveners, l'autre par moi-même. Selon mon humeur, j'ouvrais ou fermais ces portes. Je résolus d'assigner à Bartleby un coin près des portes pliantes, mais de mon côté, afin d'avoir cet homme tranquille à portée de voix au cas où quelque chose de minime serait à faire. Je plaçai son bureau tout près d'une petite fenêtre latérale dans cette partie de la pièce, une fenêtre qui, à l'origine, offrait une vue latérale sur certaines arrière-cours sales et des briques, mais qui, en raison de constructions ultérieures, n'offrait plus aucune vue à présent, bien qu'elle donnait un peu de lumière. À moins de 3 pieds des carreaux se trouvait un mur, et la lumière descendait de loin, d'entre 2 hauts bâtiments, comme d'une très petite ouverture dans un dôme. Pour un arrangement encore plus satisfaisant, je me procurai un grand écran pliant vert qui pourrait entièrement isoler Bartleby de ma vue sans pour autant l'éloigner de ma voix. Et ainsi, d'une certaine manière, la vie privée et la société étaient conjointes. Au début, Bartleby exécuta une quantité extraordinaire de copies. Comme s'il avait longtemps été affamé de quelque chose à copier, il semblait se gaver de mes documents. Il n'y avait pas de pause pour la digestion. Il travaillait sans relâche, jour et nuit, copiant à la lumière du soleil et à celle des chandelles. J'aurais été tout à fait ravi de son application s'il avait été joyeusement industrieux. Mais il écrivait silencieusement, pâlement, mécaniquement.
Il est bien sûr une partie indispensable des occupations d'un scrivener que de vérifier l'exactitude de sa copie, mot pour mot. Là où il y a 2 scriveners ou plus dans un cabinet, ils s'entraident dans cette vérification, l'un lisant la copie, l'autre tenant l'original. C'est une affaire très ennuyeuse, fastidieuse et léthargique. Je peux aisément imaginer que pour certains tempéraments sanguins, elle serait tout à fait intolérable. Par exemple, je ne peux croire que le fougueux poète Byron se serait assis de bonne grâce avec Bartleby pour examiner un document juridique de, disons, 500 pages, écrit serré d'une main sinueuse. De temps en temps, dans la hâte des affaires, j'avais pour habitude d'aider moi-même à comparer quelques brefs documents, appelant Turkey ou Nippers à cette fin. L'un des buts que j'avais en plaçant Bartleby si à portée de main derrière l'écran était de me prévaloir de ses services en de telles occasions triviales. Ce fut le 3e jour, je crois, de sa présence à mes côtés, et avant qu'aucune nécessité ne se fût présentée de faire examiner sa propre écriture, que, étant très pressé de terminer une petite affaire que j'avais en main, j'appelai brusquement Bartleby. Dans ma hâte et mon attente naturelle d'une obtempération immédiate, je restai assis, la tête penchée sur l'original sur mon bureau et ma main droite de côté et quelque peu nerveusement tendue avec la copie, afin que dès qu'il sortirait de sa retraite, Bartleby pût la saisir et se mettre au travail sans le moindre délai. C'est dans cette même attitude que j'étais assis lorsque je l'appelai, déclarant rapidement ce que je voulais qu'il fît, à savoir examiner un petit document avec moi. Imaginez ma surprise, que dis-je, ma consternation, lorsque, sans bouger de son intimité, Bartleby, d'une voix singulièrement douce et ferme, répondit « Je préférerais ne pas ». Je restai un moment en parfait silence, rassemblant mes facultés stupéfiées. Aussitôt, il me vint à l'esprit que mes oreilles m'avaient trompé, ou que Bartleby avait entièrement mal compris mon sens. Je répétai ma demande du ton le plus clair que je pus adopter. Mais d'un ton tout aussi clair vint la réponse précédente « Je préférerais ne pas ». « Préférer ne pas », répétai-je en me levant avec une grande agitation et en traversant la pièce à grands pas. « Que voulez-vous dire? Êtes-vous frappé de la lune? Je veux que vous m'aidiez à vérifier cette feuille ici, prenez-la » et je la lui tendis brusquement. « Je préférerais ne pas », dit-il. Je le regardai fixement. Son visage était maigrement composé, son œil gris faiblement calme. Pas une ride d'agitation ne le traversait. S'il y avait eu la moindre gêne, colère, impatience ou impertinence dans sa manière, en d'autres termes, s'il y avait eu quelque chose d'ordinairement humain en lui, sans doute l'aurais-je violemment congédié des lieux. Mais en l'état, j'aurais aussi bien pensé à mettre à la porte mon pâle buste de Cicéron en plâtre. Je restai à le regarder un moment, tandis qu'il continuait sa propre écriture, puis je me rassis à mon bureau. C'est très étrange, pensai-je. Que faire au mieux? Mais mes affaires me pressaient. Je résolus d'oublier la question pour le moment, la réservant pour mes loisirs futurs. Ainsi, appelant Nippers de l'autre pièce, le document fut rapidement examiné. Quelques jours après cela, Bartleby acheva 4 longs documents, étant les quadruplicata d'un témoignage d'1 semaine recueillis devant moi à ma haute cour de chancellerie. Il devint nécessaire de les examiner. C'était un procès important et une grande exactitude était impérative. Ayant tout arrangé, j'appelai Turkey, Nippers et Gingernut de la pièce voisine, ayant l'intention de placer les 4 copies entre les mains de mes 4 clercs, pendant que je lirais l'original. En conséquence, Turkey, Nippers et Gingernut avaient pris place en rang, chacun avec son document en main, quand j'appelai Bartleby à se joindre à ce groupe intéressant. « Bartleby, vite, j'attends !» J'entendis un lent raclement des pieds de sa chaise sur le sol non tapissé, et bientôt il apparut, debout à l'entrée de son ermitage. « Que veut-on » dit-il doucement. « Les copies, dis-je hâtivement. Nous allons les examiner. Tenez » et je lui tendis le 4e quadruplicata. « Je préférerais ne pas » dit-il, et il disparut doucement derrière l'écran. Pendant quelques instants, je fus transformé en colonne de sel, debout à la tête de ma colonne assise de clercs. Me reprenant, je m'avançai vers l'écran et demandai la raison d'une conduite aussi extraordinaire. « Pourquoi refusez-vous » ? « Je préférerais ne pas. » Avec tout autre homme, je me serais aussitôt emporté d'une terrible passion. J'aurais dédaigné toute parole supplémentaire et l'aurais ignominieusement chassé de ma présence. Mais il y avait chez Bartleby quelque chose qui non seulement me désarmait étrangement, mais d'une manière merveilleuse me touchait et me déconcertait. Je commençai à raisonner avec lui.
Ce sont vos propres copies que nous allons examiner. C'est un gain de travail pour vous, car un seul examen suffira pour vos 4 documents. C'est l'usage courant. Tout copiste est tenu d'aider à examiner sa copie. N'est-ce pas ainsi? Ne parlerez-vous pas? Répondez. Je préférerais ne pas, répondit-il d'un ton flûté. Il me sembla que, pendant que je m'adressais à lui, il méditait attentivement chaque affirmation que je faisais, qu'il en comprenait pleinement le sens, qu'il ne pouvait contredire les conclusions irrésistibles, mais qu'en même temps, une considération primordiale l'emportait sur lui pour répondre comme il le fit. Vous êtes donc décidé à ne pas vous conformer à ma demande, une demande faite selon l'usage courant et le bon sens. Il me fit brièvement comprendre que sur ce point mon jugement était fondé. Oui, sa décision était irréversible. Il n'est pas rare que, lorsqu'un homme est malmené d'une manière sans précédent et violemment déraisonnable, il commence à vaciller dans sa foi la plus simple. Il commence, pour ainsi dire, à supposer vaguement que, aussi merveilleux que cela puisse être, toute la justice et toute la raison sont de l'autre côté. En conséquence, si des personnes désintéressées sont présentes, il se tourne vers elles pour obtenir un renforcement de son propre esprit chancelant. « Turkey, dis-je, que pensez-vous de cela? N'ai-je pas raison ?» « Avec soumission, monsieur, dit Turkey, de son ton le plus doux, je pense que oui. Nippers, dis-je, qu'en pensez-vous, vous? Je pense que je le mettrai à la porte du cabinet. Le lecteur de fine perception remarquera ici que, le matin étant, la réponse de Turkey est formulée en termes polis et tranquilles, mais que Nippers répond en termes de mauvaise humeur, ou, pour répéter une phrase précédente, la mauvaise humeur de Nippers était de service et celle de Turkey en congé. Gingernut, dis-je, désireux d'enrôler le plus petit suffrage en ma faveur. Qu'en pensez-vous? Je pense, monsieur, qu'il est un peu cinglé, répondit Gingernut avec un sourire. Vous entendez ce qu'ils disent, dis-je, me tournant vers l'écran. Sortez et faites votre devoir. Mais il ne daigna répondre. Je réfléchis un instant dans une vive perplexité. Mais une fois de plus, mes affaires me pressaient. Je décidai encore de remettre l'examen de ce dilemme à mes loisirs futurs. Avec un peu de difficulté, nous parvînmes à examiner les documents sans Bartleby, bien qu'à chaque page ou deux, Turkey laissait tomber avec déférence son opinion que cette procédure était tout à fait hors du commun, tandis que Nippers, se tortillant sur sa chaise avec une nervosité dyspeptique, grinçait entre ses dents serrées des malédictions sifflantes occasionnelles contre le buteur têtu derrière l'écran. Et quant à lui, Nippers, c'était la première et la dernière fois qu'il ferait le travail d'un autre sans salaire. Pendant ce temps, Bartleby resta assis dans son ermitage, oubliant tout sauf ses propres affaires particulières. Quelques jours s'écoulèrent, le scrivener étant employé à un autre long travail. Sa conduite récemment remarquable m'amena à observer ses habitudes de près. Je remarquai qu'il n'allait jamais dîner, en fait qu'il n'allait nulle part. Jusqu'alors, je ne l'avais jamais su, de ma connaissance personnelle, en dehors de mon cabinet. Il était une sentinelle perpétuelle dans le coin. Cependant, vers 11 heures du matin, je remarquai que Gingernut s'avança vers l'ouverture de l'écran de Bartleby, comme si un geste invisible de ma position l'y avait silencieusement attiré. Le garçon quittait alors le bureau en faisant teinter quelques sous et réapparaissait avec une poignée de gingernuts qu'il livrait dans l'ermitage, recevant 2 des gâteaux pour sa peine. « Il vit donc de gingernuts, pensai-je, ne prend jamais de dîner, à proprement parler. Il doit donc être végétarien. Mais non, il ne mange même pas de légumes, il ne mange que des gingernuts. » Mon esprit s'engagea alors dans des rêveries concernant les effets probables sur la constitution humaine de vivre entièrement de gingernuts. Les gingernuts sont ainsi nommés parce qu'ils contiennent du gingembre comme l'un de leurs ingrédients particuliers, et le dernier est le plus relevé. Or, qu'était le gingembre? Une chose chaude, épicée. Bartleby était-il chaud et épicé? Pas du tout. Le gingembre alors n'avait aucun effet sur Bartleby. Probablement préférait-il qu'il n'en eût aucun. Rien n'aggrave tant une personne sérieuse qu'une résistance passive. Si l'individu ainsi résisté est d'un tempérament non inhumain et que celui qui résiste est parfaitement inoffensif dans sa passivité, alors, dans ses meilleures dispositions, le premier s'efforcera charitablement de construire dans son imagination ce qui se révèle impossible à résoudre par son jugement. Ainsi, pour la majeure partie, je considérais Bartleby et ses manières. Pauvre diable, pensai-je, il n'a aucune mauvaise intention, il est clair qu'il n'entend aucune insolence, son aspect suffit à prouver que ses excentricités sont involontaires. Il m'est utile, je peux m'arranger avec lui.
Si je le renvoie, il est probable qu'il tombe sur un employeur moins indulgent, et alors il sera rudement traité et peut-être chassé misérablement pour mourir de faim. Oui, ici, je peux acheter à bon marché une délicieuse auto-approbation. Me lier d'amitié avec Bartleby, le complaire dans son étrange obstination, me coûtera peu ou rien, tandis que j'amasse dans mon âme ce qui se révélera finalement un doux régal pour ma conscience. Mais cette humeur n'était pas invariable chez moi. La passivité de Bartleby m'irritait parfois. Je me sentais étrangement poussé à l'affronter dans une nouvelle opposition, à faire jaillir de lui quelques étincelles de colère répondant à la mienne. Mais en vérité, j'aurais aussi bien pu essayer de faire jaillir des étincelles avec mes phalanges sur un morceau de savon de Windsor. Mais un après-midi, la mauvaise impulsion en moi me maîtrisa, et la petite scène suivante s'ensuivit. « Bartleby, dis-je, quand ces papiers seront tous copiés, je les comparerai avec vous. Je préférerais ne pas. Comment? Vous n'entendez tout de même pas persister dans cette bizarrerie obstinée? Pas de réponse. » J'ouvris en grand les portes pliantes toutes proches et me tournant vers Turkey et Nippers, m'écriai d'une manière excitée « Il dit, pour la seconde fois, qu'il n'examinera pas ses papiers. Qu'en pensez-vous, Turkey ?» C'était l'après-midi, qu'il soit rappelé. Turkey était assis, rayonnant comme une chaudière en laiton, son crâne chauve fumant, ses mains s'affairant parmi ses papiers tachés. « Qu'en pensez ?» rugit Turkey. « Je crois que je vais juste passer derrière son écran et lui noircir les yeux. » Ce disant, Turkey se leva et mit ses bras en position de pugilat. Il s'apprêtait à courir pour tenir sa promesse, quand je le retins, alarmé par l'effet d'avoir imprudemment réveillé la combativité de Turkey après le dîner. « Asseyez-vous, Turkey, dis-je, et écoutez ce que Nippers a à dire. Qu'en pensez-vous, Nippers? Ne serais-je pas justifié de renvoyer immédiatement Bartleby? Excusez-moi, c'est à vous de décider, monsieur. Je trouve sa conduite tout à fait inhabituelle et en effet injuste à l'égard de Turkey et de moi-même. Mais ce n'est peut-être qu'un caprice passager. »« Ah » m'écriai-je, « vous avez étrangement changé d'avis alors. Vous parlez très doucement de lui maintenant. »« C'est l'effet de la bière, » s'écrie Turkey. « La douceur est l'effet de la bière. Nippers et moi avons dîné ensemble aujourd'hui. Vous voyez comme je suis doux, monsieur? Dois-je aller lui noircir les yeux? Vous parlez de Bartleby, je suppose. Non, pas aujourd'hui, Turkey, répondis-je. De grâce, rangez vos poings. Je fermai les portes et m'avançai de nouveau vers Bartleby. Je sentais des motifs supplémentaires me tentant vers mon destin. Je brûlais d'être à nouveau l'objet de la rébellion. Je me souvenais que Bartleby ne quittait jamais le bureau. « Bartleby, dis-je, Ginger Nut est parti. Allez faire un tour à la poste, voulez-vous? Ce n'était qu'à 3 minutes de marche. Et voyez s'il y a quelque chose pour moi. Je préférerais ne pas. Vous ne voulez pas? Je préférerais ne pas. » Je vacillai jusqu'à mon bureau et m'assis là dans une profonde réflexion. Mon aveugle obstination revint. Y avait-il quelque autre chose par laquelle je pourrais me faire repousser ignominieusement par ce maigre air sans le sou? Mon clerc engagé? Quelle autre chose y a-t-il, parfaitement raisonnable, qu'il sera certain de refuser de faire? Bartleby! Pas de réponse. Bartleby! D'un ton plus fort. Pas de réponse. Bartleby! Rugis-je. Tel un véritable fantôme, conformément aux lois de l'invocation magique, à la 3e sommation, il apparut à l'entrée de son ermitage. Allez dans la pièce voisine et dites à Nippers de venir me voir. Je préférerais ne pas, dit-il respectueusement et lentement, et il disparut doucement. Très bien, Bartleby, dis-je d'un ton calme, empreint d'une sévérité sereine et posée, laissant entendre l'inébranlable dessein d'une terrible rétribution très proche. Sur le moment, j'eus à moitié l'intention de quelque chose de ce genre. Mais dans l'ensemble, comme l'heure de mon dîner approchait, je jugeais préférable de mettre mon chapeau et de rentrer chez moi pour la journée, souffrant beaucoup de perplexité et de détresse d'esprit. Devrais-je l'admettre, la conclusion de toute cette affaire fut qu'il devint bientôt un fait établi dans mon cabinet qu'un jeune scrivenet pâle, du nom de Bartleby, y avait un bureau. Qu'il copiait pour moi au tarif habituel de 400 le folio, 100 mots, mais qu'il était exempté de manière permanente de l'examen du travail effectué par lui, cette tâche étant transférée à Turkey et Nippers, en guise de compliment sans doute à leur acuité supérieure. De plus, le dit Bartleby ne devait en aucun cas être dépêché pour la plus triviale des courses, quelle qu'elle fût, et que même si on le suppliait d'assumer une telle tâche, il était généralement entendu qu'il préférerait ne pas, en d'autres termes, qu'il refuserait catégoriquement.
À mesure que les jours passaient, je me réconciliais considérablement avec Bartleby. Sa régularité, son absence de toute dissipation, son industrie incessante, sauf lorsqu'il choisissait de se plonger dans une rêverie debout derrière son écran, son grand calme, son inaltérabilité de comportement en toutes circonstances firent de lui une acquisition précieuse. Une chose primordiale était ceci: il était toujours là. Le premier le matin, continuellement tout au long de la journée et le dernier le soir. J'avais une confiance singulière en son honnêteté. Je sentais mes documents les plus précieux parfaitement en sécurité entre ses mains. Parfois, il est vrai, je ne pouvais, pour l'âme de moi, m'empêcher de tomber dans des accès de passion subis et spasmodiques avec lui. Car il était extrêmement difficile de garder à l'esprit en permanence ces étranges particularités, privilèges et exemptions inouïes formant les stipulations tacites de la part de Bartleby en vertu desquelles il demeurait dans mon bureau. De temps à autre, dans l'ardeur d'expédier des affaires pressantes, j'appelais par inadvertance Bartleby d'un ton bref et rapide pour qu'il pose son doigt, disons, sur le lien naissant d'un morceau de ruban rouge avec lequel j'étais sur le point de comprimer des papiers. Bien sûr, de derrière l'écran, la réponse habituelle « je préférerais ne pas » ne manquait pas de venir. Et alors, comment une créature humaine, avec les infirmités communes à notre nature, aurait-elle pu s'empêcher de s'écrier amèrement devant une telle perversité, une telle déraison ? Cependant, chaque nouvelle rebuffade de cette sorte que je recevais ne tendait qu'à diminuer la probabilité que je répète l'inadvertance. Il faut dire ici que, selon la coutume de la plupart des gentilshommes de loi occupant des cabinets dans des immeubles de bureaux très fréquentés, il y avait plusieurs clés à ma porte. L'une était gardée par une femme résidant dans les combles, laquelle frottait chaque semaine et balayait et époussetait quotidiennement mes appartements. Une autre était gardée par Turkey par commodité. La troisième, je la portais parfois dans ma propre poche. La quatrième, je ne savais qui la possédait. Or, un dimanche matin, il m'arriva d'aller à l'église de la Trinité pour entendre un célèbre prédicateur, et me trouvant plutôt en avance sur les lieux, je pensais que je ferais un tour jusqu'à mon cabinet pour un moment. Heureusement, j'avais ma clé sur moi, mais en l'appliquant à la serrure, je la sentis retenue par quelque chose inséré de l'intérieur. Fort surpris, je l'appelai, quand, à ma consternation, une clé fut tournée de l'intérieur, et, me tendant son visage émacié et tenant la porte entr'ouverte, l'apparition de Bartleby se montra en manche de chemise et par ailleurs dans un déshabillé étrangement déchiré, disant tranquillement qu'il était désolé, mais qu'il était profondément occupé à l'instant et préférait ne pas m'admettre pour le moment. En un mot ou deux, il ajouta en outre que je ferais peut-être mieux de faire le tour du pâté de maison 2 ou 3 fois et qu'à ce moment-là, il aurait probablement terminé ses affaires. Or, l'apparition tout à fait insoupçonnée de Bartleby, occupant mon cabinet d'avocat un dimanche matin avec sa nonchalance cadavéreusement distinguée et pourtant à la fois ferme et maître de soi, eut un effet si étrange sur moi qu'incontinent je m'éclipsai de ma propre porte et fis ce qui était désiré. Mais non sans diverses pointes de rébellion impuissante contre la douce effronterie de cet inexplicable scrivinier. En vérité, ce fut principalement sa merveilleuse douceur qui non seulement me désarma, mais me fit perdre contenance, pour ainsi dire. Car je considère qu'on est, pour le moment, en quelque sorte privé de ses moyens quand on permet tranquillement à son clerc salarié de lui dicter sa loi et de l'ordonner de quitter ses propres locaux. De plus, j'étais plein d'inquiétude quant à ce que Bartleby pouvait bien faire dans mon cabinet en manche de chemise et dans un état de délabrement par ailleurs un dimanche matin. Quelque chose n'allait-il pas ? Non, cela était hors de question. Il ne fallait pas un instant penser que Bartleby fût une personne immorale. Mais que pouvait-il y faire ? Copier ? Non encore. Quelles que fussent ses excentricités, Bartleby était une personne éminemment décente. Il aurait été le dernier homme à s'asseoir à son bureau dans un état approchant la nudité. De plus, c'était dimanche, et il y avait quelque chose chez Bartleby qui interdisait de supposer qu'il violerait par quelque occupation profane les bienséances du jour. Néanmoins, mon esprit n'était pas apaisé, et, plein d'une curiosité inquiète, je retournai enfin à la porte. Sans obstacle, j'insérai ma clé, ouvris la porte et entrai. Bartleby n'était pas visible. Je regardai autour de moi avec inquiétude, jetai un coup d'œil derrière son écran. Mais il était manifeste qu'il était parti. En examinant plus attentivement les lieux, je supposais que, pendant une période indéfinie, Bartleby avait dû manger, s'habiller et dormir dans mon cabinet. Et cela sans assiette, miroir ni lit.
Le siège rembourré d'un vieux sofa bancal dans un coin portait l'empreinte légère d'une forme mince et allongée. Roulé sous son bureau, je trouvai une couverture. Sous la grille vide de la cheminée, une boîte de cirage et une brosse. Sur une chaise, une cuvette en étain avec du savon et une serviette déchirée. Dans un journal, quelques miettes de ginger nuts et un morceau de fromage. Oui, pensai-je, il est bien évident que Bartleby avait élu domicile ici, vivant en célibataire tout seul. Aussitôt, la pensée me traversa l'esprit. Quelle misérable absence d'amis et quelle solitude se révèle ici. Sa pauvreté est grande, mais sa solitude, comme elle est horrible. Songez-y. Un dimanche, Wall Street est déserte comme Petra. Et chaque nuit de chaque jour, elle est un vide. Ce bâtiment aussi, qui, les jours de semaine, bourdonne d'industrie et de vie, au crépuscule résonne d'un vide absolu. Et tout le dimanche est désolé. Et c'est ici que Bartleby fait son foyer, seul spectateur d'une solitude qu'il a vue si peuplée, une sorte de Marius innocent et transformé, méditant parmi les ruines de Carthage. Pour la première fois de ma vie, un sentiment de mélancolie poignante et accablante s'empara de moi. Auparavant, je n'avais jamais éprouvé rien d'autre qu'une tristesse non déplaisante. Le lien d'une humanité commune m'attirait désormais irrésistiblement vers la mélancolie. Une mélancolie fraternelle, car Bartleby et moi étions tous deux fils d'Adam. Je me rappelais les soies chatoyantes et les visages étincelants que j'avais vus ce jour-là, en tenue de gala, naviguant comme des cygnes sur le Mississippi de Broadway. Et je les opposais aux pâles copistes et me disant moi-même « Ah, le bonheur courtise la lumière, si bien que nous croyons que le monde est joyeux. Mais la misère se cache à l'écart, si bien que nous pensons qu'il n'y a pas de misère. » Ces tristes rêveries, chimères sans doute, d'un cerveau malade et fantasque, menèrent à d'autres pensées plus spécifiques, concernant les excentricités de Bartleby. Des pressentiments de découvertes étranges planaient autour de moi. La pâle silhouette du scrivener m'apparut étendue, parmi des étrangers indifférents dans son linceul frissonnant. Soudain, mon attention fut attirée par le bureau fermé de Bartleby, la clé laissée bien en vue dans la serrure. Je n'entends point faire de mal, ne cherche la satisfaction d'aucune curiosité sans cœur, pensai-je. D'ailleurs, le bureau est à moi et son contenu aussi, je me hasarderai donc à regarder à l'intérieur. Tout était méthodiquement arrangé, les papiers soigneusement rangés. Les casiers étaient profonds et retirant les liasses de documents, je tâtonnais dans leurs recoins. Bientôt, je sentis quelque chose là et le sortis. C'était un vieux mouchoir bandana lourd et noué. Je l'ouvris et vis que c'était une tirelire. Je me rappelais alors tous les mystères silencieux que j'avais relevés chez cet homme. Je me souvenais qu'il ne parlait jamais que pour répondre, que bien que par intervalles il eût beaucoup de temps pour lui, je ne l'avais jamais vu lire, non, pas même un journal. Que pendant de longues périodes, il se tenait debout, regardant par sa pâle fenêtre derrière l'écran le mur de briques aveugle. J'étais tout à fait sûr qu'il ne fréquentait aucune cantine ni aucun restaurant, tandis que son visage pâle indiquait clairement qu'il ne buvait jamais de bière comme Turkey, ni même de thé ou de café comme les autres hommes. Qu'il n'allait nulle part en particulier que je puisse savoir, ne sortait jamais se promener, à moins que ce ne fût le cas à ce moment-là, qu'il avait refusé de dire qui il était, ou d'où il venait, ou s'il avait des parents dans le monde, que, bien que si mince et si pâle, il ne se plaignait jamais de mauvaise santé. Et plus que tout, je me souvenais d'un certain air inconscient de pâle, comment le nommerais-je, de pâle fierté, disons, ou plutôt d'une austère réserve autour de lui, qui m'avait positivement intimidé jusqu'à ma docile acquiescence à ses excentricités, lorsque j'avais craint de lui demander la moindre chose incidente pour moi, même si je pouvais savoir, de par sa longue immobilité, que derrière son écran il devait se tenir dans l'une de ces rêveries de murs de briques aveugles. En ressassant toutes ces choses et en les couplant avec le fait récemment découvert qu'il faisait de mon cabinet son lieu de résidence et son foyer constant, et sans oublier sa morbidité lunatique, en ressassant toutes ces choses, un sentiment de prudence commença à s'insinuer en moi. Mes premières émotions avaient été celles d'une pure mélancolie et d'une pitié très sincère. Mais à mesure que la désolation de Bartleby grandissait et grandissait dans mon imagination, cette même mélancolie se mua en peur, cette pitié en répulsion. Il est si vrai et si terrible aussi que jusqu'à un certain point, la pensée ou la vue de la misère enrôle nos meilleures affections. Mais, dans certains cas particuliers, au-delà de ce point, elle ne le fait pas.
Ceux qui affirmeraient que cela est invariablement dû à l'égoïsme inhérent du cœur humain se trompent. Cela procède plutôt d'une certaine désespérance de remédier à un mal excessif et organique. Pour un être sensible, la pitié n'est pas rarement une douleur, et quand enfin il est perçu qu'une telle pitié ne peut mener à un secours efficace, le bon sens enjoint l'âme de s'en débarrasser. Ce que je vis ce matin-là me persuada que le scrivener était la victime d'un désordre inné et incurable. Je pourrais faire l'aumône à son corps, mais son corps ne le faisait pas souffrir, c'était son âme qui souffrait, et son âme, je ne pouvais l'atteindre. Je n'atteignis point mon but d'aller à l'église de la Trinité ce matin-là. D'une manière ou d'une autre, ce que j'avais vu me rendait pour l'heure inapte à me rendre à l'église. Je rentrais chez moi, méditant ce que je ferais de Bartleby. Finalement, je résolus ceci. Je lui poserai le lendemain matin certaines questions sereines, touchant à son histoire, etc., et s'il refusait d'y répondre ouvertement et sans réserve, et je supposais qu'il préférerait ne pas, alors je lui donnerais un billet de $20 en sus de tout ce que je pouvais lui devoir, et lui dirais que ses services n'étaient plus requis, mais que si, de toute autre manière, je pouvais l'assister, je serais heureux de le faire, surtout s'il désirait retourner dans son lieu natal, où que ce fût, j'aiderais volontiers à défrayer les dépenses. De plus, si, une fois rentré chez lui, il se trouvait à un moment quelconque dans le besoin, une lettre de sa part serait assurée d'une réponse. Le lendemain matin arriva. « Bartleby, dis-je, l'appelant doucement derrière son écran. Pas de réponse. « Bartleby, dis-je, d'un ton encore plus doux, venez ici, je ne vais rien vous demander que vous préféreriez ne pas faire, je désire simplement vous parler. » Sur ce, il apparut silencieusement. « Me direz-vous, Bartleby, où vous êtes né ? Je préférerais ne pas. Me direz-vous quoi que ce soit sur vous ? Je préférerais ne pas. Mais quelle objection raisonnable pouvez-vous avoir à me parler ? Je me sens amical envers vous. » Il ne me regarda point pendant que je parlais, mais garda son regard fixé sur mon buste de Cicéron, lequel, tel que j'étais assis alors, se trouvait directement derrière moi, à quelques 6 pouces au-dessus de ma tête. « Quelle est votre réponse, Bartleby ?» dis-je, après avoir attendu un pan considérable pour une réplique, durant lequel son visage resta immuable, seule une imperceptible et quasi imperceptible tremblante anima la blanche bouche atténuée. « Pour l'instant, je préfère ne donner aucune réponse, dit-il, et il se retira dans son ermitage. Ce fut plutôt une faiblesse de ma part, je l'avoue, mais sa manière en cette occasion m'irrita. Non seulement il semblait y avoir un certain dédain calme, mais sa perversité paraissait ingrate, considérant l'indéniable bon traitement et l'indulgence qu'il avait reçus de moi. Je me rassis, ruminant ce que je devais faire. Aussi mortifié que je fusse par sa conduite, et aussi résolu que j'ai été de le congédier en entrant dans mon cabinet, je sentais néanmoins étrangement quelque chose de superstitieux frapper à mon cœur, et me défendre d'exécuter mon dessein, et me dénoncer comme un scélérat si j'osais prononcer un seul mot amer contre ce plus abandonné des hommes. Finalement, tirant familièrement ma chaise derrière son écran, je m'assis et dis « Bartleby, ne vous souciez donc plus de révéler votre histoire, mais laissez-moi vous supplier, en ami, de vous conformer autant que possible aux usages de ce cabinet. Dites maintenant que vous aiderez à examiner des papiers demain ou après-demain, bref, dites maintenant que d'ici un jour ou deux, vous commencerez à être un peu raisonnable. Dites-le, Bartleby. » « Pour l'instant, je préférerais ne pas être un peu raisonnable, » fut sa réponse doucement cadavérique. Juste à ce moment, les portes pliantes s'ouvrirent et Nipper s'approcha. Il semblait souffrir d'une nuit de repos exceptionnellement mauvaise, causée par une indigestion plus sévère que d'ordinaire. Il entendit ces derniers mots de Bartleby. « Préférez ne pas, hein ?» grinça Nippers. « Moi, je le préférerais si j'étais vous, monsieur, s'adressant à moi. Je le préférerais, je lui donnerais des préférences, la mule têtue. Qu'est-ce donc, monsieur, je vous prie, qu'il préfère ne pas faire maintenant ?» Bartleby ne bougea pas un membre. « Monsieur Nippers, dis-je, je préférerais que vous vous retiriez pour l'instant. » D'une manière ou d'une autre, ces derniers temps, j'avais pris l'habitude d'utiliser involontairement ce mot « préféré » en toutes sortes d'occasions pas exactement appropriées. Et je tremblais à l'idée que mon contact avec le scrivener m'avait déjà et sérieusement affecté mentalement. Et quelle aberration plus lointaine et plus profonde ne pourrait-il pas encore produire ? Cette appréhension n'avait pas été sans efficacité pour me pousser à des moyens expéditifs. Tandis que Nippers, l'air très aigre et maussade, s'en allait, Turkey s'approchant avec douceur et déférence.
Avec soumission, monsieur, dit-il. Hier, je pensais à Bartleby ici, et je crois que s'il préférait simplement prendre une pinte de bonne bière chaque jour, cela contribuerait grandement à le remettre d'aplomb et à lui permettre d'aider à l'examen de ses papiers. Alors vous aussi, vous avez attrapé le mot, dis-je, légèrement excité. Avec soumission, monsieur, demanda Turkey, se pressant respectueusement dans l'espace réduit derrière l'écran, et me faisant bousculer le scriveneur. Quel mot, monsieur? Je préférerais être laissé seul ici, dit Bartleby, comme s'il était offensé d'être ainsi bousculé dans son intimité. C'est le mot, Turkey, dis-je, c'est ça. Oh, préféré, oh oui, mot étrange, je ne l'utilise jamais moi-même. Mais monsieur, comme je disais, s'il préférait simplement. Turkey, l'interrompis-je, vous voudrez bien vous retirer. Oh, certainement, monsieur, si vous préférez que je le fasse. Tandis qu'il ouvrait la porte pliante pour se retirer, Nippers à son bureau m'aperçut et me demanda si je préférerais qu'un certain papier soit copié sur papier bleu ou blanc. Il n'accentua pas le moins du monde le mot « préféré » avec malice. Il était évident qu'il roulait involontairement de sa langue. Je pensais en moi-même, il faut absolument que je me débarrasse d'un homme dément qui a déjà dans une certaine mesure tourné les langues, sinon les têtes, de moi-même et de mes clercs. Mais je jugeais prudent de ne pas précipiter le renvoi. Le lendemain, je remarquai que Bartleby ne faisait rien d'autre que de se tenir à sa fenêtre, plongé dans sa rêverie du mur de briques aveugles. En lui demandant pourquoi il n'écrivait pas, il répondait qu'il avait décidé de ne plus écrire. « Eh bien, comment cela? Quoi encore » m'écriai-je. « Ne plus écrire ?»« Plus du tout. »« Et quelle en est la raison ?»« Ne voyez-vous pas la raison par vous-même » répondit-il avec indifférence. Je le regardai fixement et je perçus que ses yeux semblaient ternes et vitreux. Il me vint aussitôt à l'esprit que son assiduité sans exemple à copier près de sa sombre fenêtre pendant les premières semaines de son séjour chez moi avait pu temporairement altérer sa vue. J'étais touché. Je lui dis quelques mots de condoléance. Je laissai entendre qu'il faisait bien, évidemment, de s'abstenir d'écrire pour un temps et l'exhortai à saisir cette occasion de prendre un saint exercice en plein air. Cela, cependant, il ne le fit pas. Quelques jours après cela, mes autres clercs étant absents et étant très pressés d'expédier certaines lettres par la poste, je pensais que, n'ayant rien d'autre à faire, Bartleby serait sûrement moins inflexible que d'habitude et porterait ses lettres au bureau de poste. Mais il refusa catégoriquement. Aussi, à ma grande incommodité, j'y allai moi-même. Des jours supplémentaires s'écoulèrent encore. Que les yeux de Bartleby s'améliorassent ou non, je ne saurais le dire. À tout prendre, je pensais que oui. Mais quand je lui demandai s'il l'avait fait, il ne daigna répondre. En tout état de cause, il ne ferait plus de copies. Finalement, en réponse à mes exhortations, il m'informa qu'il avait définitivement renoncé à copier. « Quoi » m'écriai-je. « Supposez que vos yeux se rétablissent entièrement, mieux que jamais auparavant, ne copieriez-vous pas alors ?»« J'ai renoncé à copier, répondit-il, et il glissa de côté. Il resta, comme toujours, une présence fixe dans mon cabinet. Que dis-je, si cela était possible, il devint une présence encore plus inamovible qu'auparavant. Que faire? Il ne ferait rien au bureau, pourquoi y resterait-il? En fait, il était maintenant devenu un boulet pour moi, non seulement inutile comme un collier, mais pénible à supporter. Pourtant, j'avais pitié de lui. Je suis en dessous de la vérité en disant qu'à cause de lui, il m'occasionnait de l'inquiétude. S'il n'eût ne fût-ce que nommé un seul parent ou ami, j'aurais instantanément écrit et les aurais exhortés à emmener le pauvre R dans quelque retraite commode. Mais il semblait seul, absolument seul dans l'univers, un morceau d'épave au milieu de l'Atlantique. Enfin, les nécessités liées à mes affaires tyrannisaient toutes les autres considérations. Aussi décemment que je le pus, je dis à Bartleby que dans 6 jours, il devrait inconditionnellement quitter le bureau. Je le prévins de prendre des dispositions, dans l'intervalle, pour se procurer une autre demeure. Je lui offris de l'aider dans cette entreprise s'il voulait bien faire le premier pas vers un déménagement. Et quand vous me quitterez enfin, Bartleby, ajoutai-je, je veillerai à ce que vous ne partiez pas entièrement démunis. Dans 6 jours, à partir de cette heure, souvenez-vous. À l'expiration de ce délai, je jetai un coup d'œil derrière l'écran. Et voilà! Bartleby était là. Je boutonnai mon manteau, retrouvai mon équilibre, m'avançai lentement vers lui, lui touchai l'épaule et dis « Le temps est venu. Vous devez quitter cet endroit. Je suis désolé pour vous. Voici de l'argent, mais vous devez partir. »« Je préférerais ne pas, » répondit-il, le dos toujours tourné vers moi. « Vous devez. » Il resta silencieux. Or, j'avais une confiance illimitée en l'honnêteté ordinaire de cet homme.
Il m'avait fréquemment rendu des sixpence et des shillings négligemment tombés sur le sol, car je suis très imprudent dans ces affaires de boutons de chemise. La démarche qui suivit ne sera donc pas jugée extraordinaire. « Bartleby, dis-je, je vous dois 12 $ à compte. En voici 32. Les 20 en surplus sont à vous. Voulez-vous les prendre ?» Et je lui tendis les billets. Mais il ne fit aucun mouvement. Je les laisserai donc ici, les plaçant sous un poids sur la table. Puis, prenant mon chapeau et ma canne, et allant vers la porte, je me tournai tranquillement et ajoutai « Après avoir retiré vos affaires de ces bureaux, Bartleby, vous fermerez bien sûr la porte à clé, puisque tout le monde est parti pour la journée sauf vous. Et si vous voulez bien, glissez votre clé sous le paillasson, afin que je puisse la voir le matin. Je ne vous reverrai plus, alors adieu. Si par la suite, dans votre nouveau lieu de résidence, je peux vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en aviser par lettre. Adieu Bartleby, et portez-vous bien. » Mais il ne répondit pas un mot. Telle la dernière colonne d'un temple en ruine, il resta debout, muet et solitaire, au milieu de la pièce par ailleurs déserte. Tandis que je rentrais chez moi d'humeur pensive, ma vanité prit le dessus sur ma pitié. Je ne pouvais m'empêcher de me féliciter hautement de ma gestion magistrale pour me débarrasser de Bartleby. Magistrale, je l'appelle, et telle elle doit apparaître à tout penseur impartial. La beauté de ma procédure semblait consister en sa parfaite quiétude. Il n'y eut pas de brimade vulgaire, pas de bravade d'aucune sorte, pas de vocifération colérique, ni d'allées et venues à grands pas dans l'appartement, proférant des ordres véhéments pour que Bartleby fasse ses paquets avec ses misérables affaires. Rien de tel. Sans ordonner à Bartleby de partir à voix haute, comme l'aurait fait un génie inférieur, je partais du principe qu'il devait partir, et sur ce principe fondait tout ce que j'avais à dire. Plus je réfléchissais à ma procédure, plus elle me charmait. Néanmoins, le lendemain matin, en m'éveillant, j'eus des doutes. J'avais en quelque sorte dissipé les vapeurs de la vanité en dormant. L'une des heures les plus lucides et les plus sages qu'un homme est juste après qu'il s'éveille le matin. Ma procédure semblait aussi sagace que jamais, mais seulement en théorie. Comment elle se révélait dans la pratique, là était le hic. C'était une pensée vraiment magnifique que d'avoir supposé le départ de Bartleby. Mais, après tout, cette supposition était simplement la mienne, et non celle de Bartleby. Le point important n'était pas de savoir si j'avais supposé qu'il me quitterait, mais s'il préférerait le faire. Il était plus un homme de préférence que de supposition. Après le petit déjeuner, je me rendis en ville, débattant les probabilités pour et contre. Un instant, je pensais que cela se solderait par un échec misérable et que Bartleby serait retrouvé bien vivant à mon cabinet, comme à l'accoutumée. L'instant d'après, il me paraissait certain que je verrais sa chaise vide. Et ainsi, je ne cessais de me balancer. Au coin de Broadway et de Canal Street, je vis un groupe de personnes assez excitées, se tenant debout en conversation sérieuse. « Je parie qu'elle n'y va pas », dit une voix tandis que je passais. « N'y va pas ? Marché conclu, dis-je, mettez votre argent. » Je portais instinctivement ma main à ma poche pour sortir le mien quand je me rappelais que c'était un jour d'élection. Les mots que j'avais surpris n'avaient aucune référence à Bartleby, mais au succès ou à l'échec d'un candidat quelconque à la mairie. Dans mon état d'esprit si concentré, j'avais, pour ainsi dire, imaginé que tout Broadway partageait mon excitation et débattait la même question que moi. Je continuais mon chemin, très reconnaissant que le tumulte de la rue ait masqué mon moment d'inattention. Comme je l'avais prévu, j'étais plus tôt que d'habitude devant la porte de mon cabinet. Je m'arrêtai un instant pour écouter. Tout était silencieux. Il devait être parti. J'essaya la poignée. La porte était fermée à clé. Oui, ma procédure avait fonctionné à merveille. Il devait en effet avoir disparu. Pourtant, une certaine mélancolie s'y mêlait. J'étais presque désolé de mon brillant succès. Je tâtonnais sous le paillasson pour chercher la clé que Bartleby devait m'avoir laissée là, quand accidentellement mon genou heurta un panneau, produisant un son d'appel, et en réponse une voix me parvint de l'intérieur. « Pas encore, je suis occupé. » C'était Bartleby. J'étais foudroyé. Un instant, je restais debout comme cet homme qui, pipe à la bouche, fut tué par un éclair d'été, un après-midi sans nuages il y a longtemps en Virginie. Il fut tué à sa propre fenêtre chaude et ouverte, et resta penché ainsi sur l'après-midi rêveur, jusqu'à ce que quelqu'un le touchât et qu'il tombât. « Pas parti !» murmurai-je enfin. Mais obéissant de nouveau à ce merveilleux ascendant que l'insondable Scrivener avait sur moi et de laquelle, malgré mon irritation, je ne pouvais entièrement me défaire, je descendis lentement les escaliers et sortis dans la rue, et tandis que je faisais le tour du pâté de maison, je réfléchis à ce que je devrais faire ensuite dans cette perplexité inouïe.
Chasser l'homme par une expulsion physique, je ne le pouvais. Le chasser en lui lançant des injures ne conviendrait pas. Faire appel à la police était une idée désagréable. Et pourtant, lui permettre de jouir de son triomphe cadavérique sur moi, cela aussi je ne pouvais y penser. Que fallait-il faire? Ou, si rien ne pouvait être fait, y avait-il quelque chose de plus que je puisse assumer en la matière? Oui, comme auparavant j'avais assumé prospectivement que Bartleby partirait, ainsi maintenant je pouvais assumer rétrospectivement qu'il était parti. Dans la mise en œuvre légitime de cette supposition, je pourrais entrer dans mon cabinet en grande hâte et, prétendant ne pas voir Bartleby du tout, marcher droit sur lui comme s'il était de l'air. Une telle procédure aurait, à un degré singulier, l'apparence d'un coup décisif. Il était difficilement possible que Bartleby pût résister à une telle application de la doctrine des suppositions. Mais après mûre réflexion, le succès du plan parut plutôt douteux. Je résolus de rediscuter de la question avec lui. Bartleby, dis-je en entrant dans le cabinet, avec une expression discrètement sévère. Je suis sérieusement mécontent. Je suis affligé, Bartleby. J'avais eu une meilleure opinion de vous. Je vous avais imaginé d'une nature si distinguée que, dans tout dilemme délicat, un léger indice aurait suffi. En bref, une supposition. Mais il semble que je sois déçu. Mais, ajoutai-je en tressaillant sans affectation, vous n'avez même pas encore touché à cet argent, le montrant du doigt, juste là où je l'avais laissé la veille au soir. Il ne répondit rien. Allez-vous, oui ou non, me quitter, exigeai-je alors avec une soudaine passion, m'avançant près de lui. Je préférerais ne pas vous quitter, répondit-il en soulignant doucement le pas. Quel droit terrestre avez-vous de rester ici? Payez-vous un loyer? Payez-vous mes impôts? Ou cette propriété est-elle la vôtre? Il ne répondit rien. Êtes-vous prêt à continuer à écrire maintenant? Vos yeux sont-ils rétablis? Pourriez-vous me copier un petit document ce matin? Ou aider à examiner quelques lignes? Ou faire un saut au bureau de poste? En un mot, ferez-vous quoi que ce soit pour donner une couleur à votre refus de quitter les lieux? Il se retira silencieusement dans son ermitage. J'étais maintenant dans un tel état de ressentiment nerveux que je jugeais prudent de me retenir pour l'instant de nouvelles démonstrations. Bartleby et moi étions seuls. Je me rappelais la tragédie du malheureux Adams et du encore plus malheureux Colt dans le cabinet solitaire de ce dernier. Et comment le pauvre Colt, étant terriblement exaspéré par Adams et se permettant imprudemment de s'énerver follement, fut pris au dépourvu et précipité dans son acte fatal. Un acte qu'aucun homme, assurément, ne pouvait déplorer plus que l'acteur lui-même. Souvent, il m'était venu à l'esprit, dans mes réflexions sur le sujet, que si cette altercation avait eu lieu dans la rue publique ou à une résidence privée, elle n'aurait pas abouti comme elle l'avait fait. C'était la circonstance d'être seul dans un cabinet solitaire, à l'étage d'un bâtiment entièrement profané par des associations domestiques humanisantes. Un cabinet sans tapis, sans doute, d'une apparence poussiéreuse et délabrée. Cela devait être qui aida grandement à exacerber le désespoir irritable du malheureux Colt. Mais quand ce vieil Adam de ressentiment s'éleva en moi et me tenta concernant Bartleby, je le saisis et le terrassai. Comment? Eh bien, simplement en me remémorant l'injonction divine. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, ce fut cela qui me sauva. Hormis les considérations supérieures, la charité opère souvent comme un principe infiniment sage et prudent, une grande sauvegarde pour celui qui la possède. Des hommes ont commis le meurtre par jalousie, et par colère, et par haine, et par égoïsme, et par orgueil spirituel. Mais aucun homme dont j'ai jamais entendu parler n'a jamais commis un meurtre diabolique au nom de la douce charité. Le simple intérêt personnel, donc, si aucun meilleur motif ne peut être invoqué, devrait, surtout chez les hommes au tempérament ardent, pousser tous les êtres à la charité et à la philanthropie. En tout cas, en l'occasion présente, je m'efforçais de noyer mes sentiments exaspérés envers le scrivener en interprétant sa conduite avec bienveillance. Pauvre homme, pensais-je, il n'y met aucune mauvaise volonté, et de plus, il a connu des temps difficiles, et il convient de lui accorder de l'indulgence. Je m'efforçais aussi immédiatement de m'occuper et en même temps d'apaiser mon découragement. Je tentais de m'imaginer qu'au cours de la matinée, à un moment qui lui conviendrait, Bartleby, de son propre gré, émergerait de son ermitage et adopterait une démarche décidée en direction de la porte. Mais non. 12h30 sonnèrent.
Turkey commença à rougir de visage, à renverser son encrier et à devenir généralement tapageur. Nippers s'apaisa dans la quiétude et la courtoisie, Gingernut croqua sa pomme de midi et Bartleby resta debout à sa fenêtre dans l'une de ses plus profondes rêveries de murs de briques aveugles. Le croira-t-on? Devrais-je l'avouer? Cet après-midi-là, je quittai le bureau sans lui adresser un mot de plus. Quelques jours passèrent, durant lesquels, à mes moments perdus, je consultais un peu Edwards sur la volonté et Priestley sur la nécessité. Dans ces circonstances, ces livres produisèrent un sentiment salutaire. Peu à peu, je glissais dans la conviction que mes ennuis concernant le Scrivener avaient été tous prédestinés de toute éternité, et que Bartleby m'avait été mis à charge dans un but mystérieux d'une providence toute sage qu'il n'appartenait pas à un simple mortel comme moi de sonder. Oui, Bartleby, restez là derrière votre écran, pensais-je. Je ne vous persécuterai plus. Vous êtes inoffensif et silencieux comme n'importe laquelle de ces vieilles chaises. Bref, je ne me sens jamais aussi seul que lorsque je vous sais ici. Enfin, je le vois, je le sens, je pénètre le but prédestiné de ma vie. Je suis content. D'autres peuvent avoir des rôles plus élevés à jouer, mais ma mission en ce monde, Bartleby, est de vous fournir un bureau pour la période que vous jugerez bon d'y demeurer. Je crois que cet état d'esprit sage et béni aurait perduré en moi n'eût été les remarques non sollicitées et peu charitables dont on m'importunait, proférées par mes amis professionnels qui venaient à mon cabinet. Mais c'est souvent ainsi que le frottement constant des esprits étroits use à la fin les meilleures résolutions des plus généreux. Pourtant, à bien y réfléchir, il n'était pas étrange que les gens entrant dans mon bureau fussent frappés par l'aspect particulier de l'inexplicable Bartleby et fussent ainsi tentés de proférer quelques observations sinistres à son sujet. Parfois, un avocat ayant affaire à moi et se présentant à mon cabinet et n'y trouvant personne d'autre que le Scrivener, entreprenait d'obtenir de lui quelques renseignements précis sur mon lieu de séjour. Mais sans prêter attention à ses vains propos, Bartleby restait debout et immobile au milieu de la pièce. Ainsi, après l'avoir contemplé un certain temps dans cette position, l'avocat s'en allait, pas plus avancé qu'il n'était venu. Aussi, lorsque des affaires étaient en cours et que la pièce était pleine d'avocats, de témoins et que le travail allait bon train, quelques juristes fort occupés, voyant Bartleby entièrement désœuvré, lui demandaient d'aller à son propre cabinet et de lui apporter des papiers. Là-dessus, Bartleby déclinait tranquillement et pourtant restait inactif comme auparavant. Alors l'avocat lançait un grand regard étonné et se tournait vers moi. Et que pouvais-je dire ? Enfin, je fus mis au courant que, dans tout le cercle de mes connaissances professionnelles, un murmure d'étonnement courait, faisant référence à l'étrange créature que je gardais à mon cabinet. Cela me préoccupait beaucoup. Et comme l'idée me vint qu'il pourrait se révéler être un homme à longue vie et continuer à occuper mes cabinets et à nier mon autorité et à déconcerter mes visiteurs et à scandaliser ma réputation professionnelle et à jeter une morosité générale sur les lieux, subsistant jusqu'au bout grâce à ses économies, car sans doute il ne dépensait qu'un demi-dime par jour, et à la fin peut-être me survivre et réclamer la possession de mon cabinet par droit de son occupation perpétuelle, comme toutes ces sombres anticipations m'envahissaient de plus en plus et que mes amis ne cessaient d'imposer leurs remarques implacables concernant l'apparition dans ma pièce, un grand changement s'opéra en moi. Je résolus de rassembler toutes mes facultés et de me débarrasser pour toujours de cet incubus intolérable. Avant d'élaborer toutefois quelques projets compliqués adaptés à cette fin, je suggérai d'abord simplement à Bartleby la convenance de son départ définitif. Sur un ton calme et sérieux, je soumis l'idée à sa considération attentive et mûre. Mais après avoir pris 3 jours pour y méditer, il m'informa que sa détermination première demeurait la même, bref, qu'il préférait toujours demeurer avec moi. « Que ferais-je » dis-je alors à moi-même en boutonnant mon manteau jusqu'au dernier bouton. « Que ferais-je ? Que devrais-je faire ? Que me dicte ma conscience de faire avec cet homme, ou plutôt ce fantôme ? Je dois me débarrasser de lui, il partira. Mais comment ? Vous ne le chasserez pas, ce pauvre, pâle, passif mortel. Vous ne chasserez pas une créature aussi impuissante de votre porte. Vous ne vous déshonorerez pas par une telle cruauté. Non, je ne le ferai pas, je ne le peux pas. Plutôt le laisserai-je vivre et mourir ici, puis sceller ses restes dans le mur.
Que feriez-vous alors? Malgré toutes vos cajoleries, il ne bougera pas. Les pots de vin, il les laisse sous votre propre presse-papier sur votre table. Bref, il est tout à fait clair qu'il préfère s'accrocher à vous. Alors, quelque chose de sévère, quelque chose d'inhabituel doit être fait. Quoi? Vous n'allez sûrement pas le faire arrêter par un agent de police et confier sa pâleur innocente à la prison commune. Et sur quel motif pourriez-vous obtenir une telle chose? Un vagabond est-il? Quoi? Lui un vagabond, un errant qui refuse de bouger? C'est parce qu'il ne veut pas être un vagabond, alors que vous cherchez à le considérer comme un vagabond. C'est trop absurde. Pas de moyen de subsistance visible, là je le tiens. Encore faux, car indubitablement il se soutient, et c'est la seule preuve irréfutable qu'un homme puisse montrer de posséder les moyens de le faire. Plus alors, puisqu'il ne me quittera pas, je dois le quitter. Je changerai de cabinet, je déménagerai ailleurs, et je lui donnerai un préavis en bonne et due forme que si je le trouve dans mes nouveaux locaux, je procéderai alors contre lui comme un vulgaire intrus. Agissant en conséquence, le lendemain je m'adressai à lui ainsi. Je trouve ces bureaux trop éloignés de l'hôtel de ville, l'air y est malsain. En un mot, je me propose de déménager mes bureaux la semaine prochaine et n'aurai plus besoin de vos services. Je vous le dis maintenant afin que vous puissiez chercher un autre endroit. Il ne répondit rien et rien de plus ne fut dit. Le jour désigné, j'engageai des charrettes et des hommes, me rendis à mes bureaux et n'ayant que peu de meubles, tout fut enlevé en quelques heures. Pendant ce temps, le scrivener resta debout derrière l'écran que je fis enlever en dernier. Il fut retiré et, étant replié comme un énorme folio, le laissa occupant immobile d'une pièce nue. Je me tins à l'entrée, l'observant un instant, tandis que quelque chose en moi me réprimandait. Je rentrai, la main dans la poche et le cœur serré. « Adieu, Bartleby, je m'en vais, adieu, et que Dieu vous bénisse d'une manière ou d'une autre, et prenez cela », glissant quelque chose dans sa main. Mais cela tomba sur le sol, et alors, chose étrange à dire, je m'arrachai à lui dont j'avais tant désiré me débarrasser. Établi dans mes nouveaux quartiers, pendant un jour ou deux, je gardais la porte verrouillée et sursautais à chaque pas dans les passages. Quand je rentrais dans mes pièces après une courte absence, je m'arrêtais un instant sur le seuil et écoutais attentivement avant d'appliquer ma clé. Mais ces craintes étaient inutiles. Bartleby ne s'approcha jamais de moi. Je pensais que tout allait bien, lorsqu'un étranger à l'air perturbé me rendit visite, me demandant si j'étais la personne qui avait récemment occupé les bureaux au numéro Wall Street. Plein de pressentiments, je répondis que oui. « Alors, monsieur, dit l'étranger, qui se révéla être un avocat, vous êtes responsable de l'homme que vous avez laissé là-bas. Il refuse de faire toute copie, il refuse de faire quoi que ce soit, il dit qu'il préférerait ne pas, et il refuse de quitter les lieux. Je suis fort désolé, monsieur, dis-je, avec une tranquillité feinte, mais un tremblement intérieur. Mais vraiment, l'homme auquel vous faites allusion n'est rien pour moi. Il n'est ni mon parent, ni mon apprenti, pour que vous me teniez pour responsable de lui. Au nom du ciel, qui est-il? Je ne puis certes vous informer, je ne sais rien de lui. Autrefois, je l'employais comme copiste, mais il n'a rien fait pour moi depuis quelque temps déjà. Je vais donc le régler. Bonjour, monsieur. Plusieurs jours passèrent, et je n'entendis plus rien, et bien que je ressentisse souvent une incitation charitable à passer à l'endroit et à voir le pauvre Bartleby, une certaine répugnance, je ne sais laquelle, me retint. Tout est fini pour lui à présent, pensai-je enfin, lorsque pendant une semaine de plus, aucune autre nouvelle ne me parvint. Mais en arrivant à ma pièce le lendemain, je trouvai plusieurs personnes attendant à ma porte dans un état de grande excitation nerveuse. « C'est l'homme, le voilà !» s'écria le premier, que je reconnus comme l'avocat qui m'avait auparavant rendu visite seul. « Vous devez l'emmener, monsieur, tout de suite !» s'écria une personne corpulente parmi eux, s'avançant vers moi, et que je savais être le propriétaire du numéro Wall Street. Ces messieurs, mes locataires, ne peuvent plus le supporter. Monsieur B, désignant l'avocat, l'a chassé de sa pièce. Et il persiste maintenant à hanter le bâtiment en général, s'asseyant sur les balustres des escaliers le jour et dormant dans l'entrée la nuit. Tout le monde est inquiet. Les clients quittent les bureaux. On craint un attroupement. Vous devez faire quelque chose et cela sans délai. Horrifié par ce torrent, je reculais devant lui et aurais volontiers voulu m'enfermer dans mes nouveaux quartiers. En vain, je persistais à dire que Bartleby n'était rien pour moi, pas plus que pour quiconque. En vain, j'étais la dernière personne connue pour avoir eu affaire à lui, et ils me tinrent terriblement responsable.
Craignant alors d'être exposé dans les journaux, comme une personne présente menaça obscurement, je considérais la question et dis enfin que si l'avocat voulait bien m'accorder un entretien confidentiel avec le scrivenier, dans celle de l'avocat, propre pièce, je m'efforcerais cet après-midi-là de mon mieux de les débarrasser de la nuisance dont ils se plaignaient. En montant les escaliers vers mon ancien repère, Bartleby était là, assis silencieusement sur la balustrade du palier. « Que faites-vous ici, Bartleby » dis-je. « Assis sur la balustrade » répondit-il doucement. Je lui fis signe d'entrer dans la pièce de l'avocat, qui nous quitta alors. « Bartleby, dis-je, êtes-vous conscient que vous me causez une grande tribulation en persistant à occuper l'entrée après avoir été renvoyé du cabinet ?» Pas de réponse. Or, l'une de deux choses doit se produire. Soit vous devez faire quelque chose, soit quelque chose doit vous être fait. Quelle sorte d'affaire aimeriez-vous entreprendre maintenant? Voudriez-vous reprendre la copie pour quelqu'un? Non, je préférerais ne pas faire de changement. Voudriez-vous un poste de commis dans un magasin de nouveautés? Il y a trop de confinement là-dedans. Non, je n'aimerais pas un poste de commis, mais je ne suis pas difficile. Trop de confinement, m'écriai-je, mais vous vous tenez confiné tout le temps. Je préférerais ne pas prendre un poste de commis, répliqua-t-il, comme pour régler ce petit point sur le champ. Comment vous conviendrait un métier de barman? Il n'y a pas d'effort pour la vue là-dedans. Je ne l'aimerais pas du tout, bien que, comme je l'ai dit auparavant, je ne sois pas difficile. Son loquacité inhabituelle m'anima, je revins à la charge. Eh bien alors, aimeriez-vous voyager à travers le pays pour collecter les factures des marchands? Cela améliorerait votre santé. Non, je préférerais faire autre chose. Comment alors vous conviendrait de partir en Europe comme compagnon pour divertir quelques jeunes gentlemen par votre conversation? Comment cela vous conviendrait-il? Pas du tout, il ne me semble pas qu'il y ait quoi que ce soit de défini là-dedans. J'aime être stationnaire, mais je ne suis pas difficile. Stationnaire, vous serez alors, m'écriai-je, perdant maintenant toute patience, et pour la première fois dans toute ma connexion exaspérante avec lui, entrant carrément en fureur. Si vous ne quittez pas ces lieux avant la nuit, je me sentirai contraint, en vérité je suis contraint, de quitter moi-même les lieux, conclus-je assez absurdement, ne sachant quelle menace possible employer pour tenter d'effrayer son immobilité et le faire céder. Désespérant de tout autre effort, je le quittai précipitamment quand une dernière pensée me vint à l'esprit, une pensée qui n'avait pas été entièrement négligée auparavant. « Bartleby, dis-je, du ton le plus aimable que je pus prendre dans de telles circonstances troublantes, voulez-vous rentrer avec moi maintenant, non pas à mon cabinet, mais à ma demeure, et y rester jusqu'à ce que nous puissions convenir à notre aise d'un arrangement commode pour vous? Venez, partons tout de suite, sans tarder. » Non, pour l'instant, je préférerais ne pas faire de changement du tout. Je ne répondis rien, mais, esquivant efficacement tout le monde par la soudaineté et la rapidité de ma fuite, je me précipitai hors du bâtiment, courus dans Wall Street vers Broadway et sautant dans le premier omnibus, fus bientôt soustrait à la poursuite. Dès que la tranquillité me revint, je perçus distinctement que j'avais maintenant fait tout ce que je pouvais, tant en ce qui concernait les exigences du propriétaire et de ses locataires, qu'en ce qui regardait mon propre désir et mon sens du devoir pour venir en aide à Bartleby et le protéger de la persécution brutale. Je m'efforçais à présent d'être entièrement insouciant et tranquille, et ma conscience me justifiait dans cette tentative, bien qu'elle ne fût, il est vrai, pas aussi fructueuse que je l'aurais souhaité. Si craintif étais-je d'être à nouveau traqué par le propriétaire enragé et ses locataires exaspérés que, confiant mes affaires à Nippers, je parcourus pendant quelques jours la partie haute de la ville et ses faubourgs, dans ma Rockaway, traversai vers Jersey City et Hoboken et rendis des visites fugitives à Manhattanville et Astoria. En fait, je vécus presque dans ma Rockaway pendant un temps. Quand j'entrai de nouveau dans mon cabinet, voici qu'une note du propriétaire gisait sur le bureau. Je l'ouvris d'une main tremblante. Elle m'informait que l'auteur avait fait appel à la police et avait fait emmener Bartleby au Tombs comme vagabond. De plus, puisque j'en savais plus sur lui que quiconque, il souhaitait que je me présente à cet endroit et fasse une déclaration appropriée des faits. Ces nouvelles eurent un effet contradictoire sur moi. Au début, je fus indigné, mais à la fin, j'approuvais presque. La disposition énergique et sommaire du propriétaire l'avait conduit à adopter une procédure que je ne pense pas que j'aurais décidée moi-même. Et, pourtant, en dernier recours, dans des circonstances aussi particulières, cela semblait le seul plan. Comme je l'appris par la suite, le pauvre scrivinière, lorsqu'on lui dit qu'il devait être conduit aux Tombs, n'offrit pas le moindre obstacle, mais, à sa manière pâle et immobile, acquiesça silencieusement.
Quelques-uns des passants compatissants et curieux se joignirent au groupe et, menés par l'un des gendarmes, bras dessus bras dessous avec Bartleby, la procession silencieuse traça son chemin à travers tout le bruit et la chaleur et la joie des boulevards bruyants à midi. Le jour même où je reçus la note, je me rendis aux Tombs, ou, pour parler plus proprement, au palais de justice. Cherchant le bon fonctionnaire, j'exposai le but de ma visite et fus informé que l'individu que je décrivais se trouvait bien à l'intérieur. J'assurai alors au fonctionnaire que Bartleby était un homme parfaitement honnête et qui devait être grandement plaint, si excentrique qu'il fût. Je racontai tout ce que je savais et terminai en suggérant l'idée de le laisser en une détention aussi indulgente que possible jusqu'à ce que quelque chose de moins dur pût être fait, bien qu'à vrai dire je savais à peine quoi. En tout état de cause, si rien d'autre ne pouvait être décidé, l'hospice devait le recevoir. Je demandais alors à avoir un entretien. N'étant sous aucune accusation déshonorante et tout à fait serein et inoffensif en toutes ses manières, on lui avait permis de vagabonder librement dans la prison et particulièrement dans la cour close et gazonnée de celle-ci. Et ainsi, je le trouvais là, debout, seul, dans la plus tranquille des cours, son visage tourné vers un haut mur, tandis que tout autour, des étroites fentes des fenêtres de la prison, je crus voir l'observer les yeux de meurtrier et de voleur. « Bartleby !»« Je vous connais, dit-il, sans se retourner, et je n'ai rien à vous dire. » « Ce n'est pas moi qui vous ai amené ici, Bartleby, dis-je, vivement peiné de son soupçon implicite. Et pour vous, ce ne devrait pas être un endroit si ignoble. Rien de répréhensible ne s'attache à vous en étant ici. Et voyez, ce n'est pas un endroit si triste qu'on pourrait le penser. Regardez, il y a le ciel, et voici l'herbe. Je sais où je suis, répondit-il, mais ne voulut rien dire de plus. Et ainsi, je le quittai. Comme je pénétrais de nouveau dans le couloir, un homme corpulent à l'allure carnassière en tablier m'accosta, et désignant du pouce par-dessus son épaule, dit « Est-ce là votre ami ? Oui. Veut-il mourir de faim ? S'il le veut, qu'il vive de la nourriture de la prison, c'est tout. Qui êtes-vous ? demandai-je, ne sachant que penser d'une personne parlant avec une telle familiarité dans un tel endroit. Je suis le ravitailleur. Les gentilshommes qui ont des amis ici m'engagent pour leur fournir de quoi bien manger. Est-ce ainsi, dis-je, me tournant vers le geôlier. Il répondit que oui. Eh bien donc, dis-je, glissant de l'argent dans les mains du ravitailleur, car c'est ainsi qu'on l'appelait. Je veux que vous accordiez une attention particulière à mon ami là-bas. Donnez-lui le meilleur dîner que vous puissiez obtenir. Et vous devez être aussi poli que possible avec lui. Présentez-moi, voulez-vous ? Dit le ravitailleur, me regardant avec une expression qui semblait dire qu'il était tout impatient d'avoir l'occasion de donner un spécimen de ses bonnes manières. Pensant que cela serait bénéfique au scrivener, j'acquiesçai, et, ayant demandé son nom au ravitailleur, je montai avec lui vers Bartleby. « Bartleby, voici M. Koteletz, vous le trouverez très utile. »« Votre serviteur, monsieur, votre serviteur, » dit le ravitailleur, faisant une profonde salutation derrière son tablier. J'espère que vous trouverez l'endroit agréable ici, monsieur. De vastes terrains, des appartements frais, monsieur. J'espère que vous resterez avec nous quelque temps. Nous essaierons de rendre votre séjour agréable. Madame Koteletz et moi pourrions nous avoir le plaisir de votre compagnie à dîner, monsieur, dans la chambre privée de Madame Koteletz. Je préférerais ne pas dîner aujourd'hui, dit Bartleby se détournant. Cela me déplairait, je n'ai pas l'habitude des dîners. Ce disant, il se déplaça lentement de l'autre côté de l'enceinte et prit position face au mur de briques aveugle. « Comment est-ce possible » dit le ravitailleur, m'adressant un regard stupéfait. « Il est bizarre, n'est-ce pas ?»« Je crois qu'il est un peu dérangé, dis-je tristement. » « Dérangé, dérangé, dites-vous ? Eh bien, ma parole, je pensais que votre ami était un gentleman faussaire. Ils sont toujours pâles et distingués, ces faussaires. Je ne peux pas les plaindre, je n'y peux rien, monsieur. Connaissiez-vous Monroe Edwards » ajouta-t-elle d'un ton touchant et marqua une pause. Puis, posant sa main avec pitié sur mon épaule, il soupira. « Il est mort de consomption à Sing Sing. Ainsi, vous n'étiez pas lié avec Monroe. » Non, je n'ai jamais été socialement lié avec aucun faussaire. Mais je ne peux pas rester plus longtemps. Occupez-vous de mon ami là-bas. Vous n'y perdrez rien. Je vous reverrai. Quelques jours après cela, j'obtins de nouveau l'accès aux Tombs et parcourus les couloirs en quête de Bartleby, mais sans le trouver. « Je l'ai vu sortir de sa cellule il n'y a pas longtemps, » dit un geôlier. « Il est peut-être allé flâner dans les cours. » Aussi me dirigea-je dans cette direction. « Cherchez-vous l'homme silencieux ?» dit un autre geôlier en passant devant moi. « Il gît là-bas, endormi dans la cour. Il n'y a pas 20 minutes que je l'ai vu se coucher. »
La cour était entièrement silencieuse. Elle n'était pas accessible aux prisonniers ordinaires. Les murs d'une épaisseur étonnante qui l'entouraient isolaient tous les bruits derrière eux. Le caractère égyptien de la maçonnerie pesait sur moi par sa mélancolie. Mais un doux gazon emprisonné poussait sous mes pieds. Le cœur des pyramides éternelles semblait ivre, où, par quelque étrange magie, à travers les fentes, des graines d'herbe, tombaient des oiseaux, avaient germé. Étrangement blotti au pied du mur, les genoux repliés et couché sur le côté, la tête touchant les froides pierres, je vis le Bartleby émacié. Mais rien ne bougeait. Je marquais une pause, puis m'approchai de lui, me penchai et vis que ses yeux ternes étaient ouverts. Autrement, il semblait profondément endormi. Quelque chose me poussa à le toucher. Je sentis sa main quand un frisson picotant me parcourut le bras et descendit le long de ma colonne vertébrale jusqu'à mes pieds. Le visage rond du ravitailleur apparut alors. Son dîner est prêt. Ne veut-il pas dîner aujourd'hui non plus? Ou vit-il sans dîner? Il vit sans dîner, dis-je, et lui fermai les yeux. Eh, il dort, n'est-ce pas? Avec les rois et les conseillers, murmurai-je. Il n'y aurait guère besoin de poursuivre cette histoire. L'imagination suppléera aisément au maigre récit de l'inhumation du pauvre Bartleby. Mais avant de prendre congé du lecteur, qu'il me soit permis de dire que si ce court récit l'a suffisamment intéressé pour éveiller sa curiosité quant à qui était Bartleby, et quelle vie il menait avant que le narrateur ne fît sa connaissance, je ne peux que répondre que je partage pleinement cette curiosité, mais suis entièrement incapable de la satisfaire. Pourtant, ici, je sais à peine si je devrais divulguer un petit détail de rumeur qui parvint à mon oreille quelques mois après le décès du Scrivener. Sur quelle base elle reposait, je ne pus jamais le déterminer, et par conséquent, à quel point elle est vraie, je ne saurais le dire maintenant. Mais dans la mesure où ce vague rapport ne m'a pas été sans un certain étrange intérêt suggestif, aussi triste soit-il, il pourrait en être de même pour d'autres, et c'est pourquoi je le mentionnerai brièvement. Le rapport était celui-ci, que Bartleby avait été un commis subalterne au Dead Letter Office à Washington, d'où il avait été subitement retiré par un changement d'administration. Quand je repense à cette rumeur, je ne puis exprimer adéquatement les émotions qui me saisissent. Lettre morte, cela ne sonne-t-il pas comme des hommes morts? Imaginez un homme, par nature et par malheur, enclin à un désespoir pâle. Quelle activité pourrait sembler plus propre à l'exacerber que de manipuler continuellement ces lettres mortes et de les trier pour les flammes? Car par charrettes entières, elles sont annuellement brûlées. Parfois, d'un papier plié, le pâle commis retire un anneau. Le doigt auquel il était destiné, peut-être, se consume dans la tombe. Un billet de banque envoyé par la charité la plus prompte. Celui qu'il devait secourir ne mange ni n'a plus faim. Le pardon pour ceux qui moururent désespérés. L'espoir pour ceux qui moururent sans espoir. De bonnes nouvelles pour ceux qui moururent étouffés par des calamités sans fin. Ces lettres, porteuses de vie, courent vers la mort. Ah, Bartleby! Ah, humanité!